dans Désir à valider. Dans le premier épisode de cet entretien avec Sophina Lagouge, nous avons parlé de l'avant-naissance, du désir d'enfant, des obstacles médicaux et institutionnels, des fausses couches, et de la manière dont le validisme traverse les parcours de santé sexuelle et reproductive des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous poursuivons cette discussion avec l'après-naissance. Il est question de la rencontre avec son enfant, de la parentalité au quotidien, mais aussi du regard social porté sur une mère handicapée. Comment s'organise-t-on concrètement ? Comment vit-on le fait de ne pas pouvoir tout faire seul ? Et surtout, comment résister au jugement, aux suspicions et à l'idée persistante que le handicap serait incompatible avec le fait d'être un bon parent ? On reprend donc là où on s'était arrêté pour continuer à déconstruire le validisme, cette fois du côté de la parentalité vécue, incarnée, réelle. Bonne écoute. Désir à valider. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta fille, son âge, sa personnalité? Bon, comment elle va en gros maintenant? Elle va super bien. Donc elle a 5 ans et elle est géniale, quoi, tu vois. Alors c'est une petite fille qui est hyper joyeuse, hyper dynamique. Mais tu vois, déjà dans mon ventre, elle donnait plein de coups de pied. Donc ça se ressentait. Ouais, elle est bien dans sa peau, elle est bien dans ses baskets. C'est pas... Là aussi, tu vois, je m'inquiétais quand même parfois un petit peu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une maman handicapée? Et pour l'instant, elle le vit bien. Hein. Et très concrètement, maintenant, on va passer plus à l'après, à comment tu gères au quotidien. Est-ce qu'il y a eu une organisation particulière pour que tu puisses t'occuper d'elle tout en ayant des aides humaines et moi, ma question surtout, c'est quelle est la place de ton conjoint dans cette organisation et de tes aides humaines professionnelles? Alors nous, en fait, on a une organisation où on mélange l'aide de mon mari et l'aide d'auxiliaire de vie. Et pour l'instant, on fait le choix de ne pas avoir d'auxiliaire de vie quand mon mari est à la maison. Donc c'est lui, quand il est à la maison, c'est lui qui s'occupe de moi et de ma fille quand elle était bébé. Donc on savait que ça serait, pendant les 2 premières années, hein, une charge quand même assez importante pour lui. Et c'est quelque chose aussi qu'on avait accepté. Donc ce qui se passait, c'est que grâce à la PCH parentalité, qui est sortie juste à ce moment-là en 2020, on a pu avoir des heures d'auxiliaire de vie. Donc moi, j'avais des personnes quand j'étais seule avec ma fille qui venaient pour m'aider et pour s'occuper d'elle. Et on a eu aussi une place en crèche. Donc la petite a été à la crèche à partir de ses 4 mois. C'était un peu dur quand même, c'était un peu un crève-cœur, mais bon. Moi, j'avais quand même 2 après-midi par semaine où elle restait avec moi, où elle n'allait pas à la crèche, où elle restait avec moi et avec les auxiliaires. Et après, soir et week-end, c'était avec mon mari. Et ça s'est plutôt bien goupillé. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors, sauf dans les moments où elle était malade, parce que mon mari avait très peu de jours enfant malade. Je crois que c'était 5 jours pour lui à l'époque. Et quand tu as une enfant qui enchaîne les bronchiolites et qui va à l'hôpital régulièrement, tes 5 jours, ils sont grillés très très vite. Donc là, on a quand même dû demander l'aide de mes parents. Parce que ça devenait compliqué. La première année, c'est ça qui nous a posé problème, c'est les maladies de la petite, qu'elle me transmettait aussi. Et donc, il y avait un moment où moi, j'étais aux urgences
à l'hôpital et la petite partait aux urgences en pédiatrie en même temps. Et donc, il fallait quelqu'un pour rester avec moi et quelqu'un pour rester avec la petite. Et ça nous a fait peur, par contre. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais juste, pour nos auditeurs, se rappeler un peu ce que c'est la PCH parentalité, qu'est-ce que ça couvre exactement et quelles sont les limites de ces dispositifs aussi. Oui. Alors, la PCH parentalité, c'est une aide qui a été votée pour les parents handicapés. Alors, ça consiste à donner 900 € par mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour payer quelqu'un qui nous aide à s'occuper de l'enfant. Et il y a aussi une aide technique qui est, je crois, de 2000 € à la naissance de l'enfant. Puis 1500 aux 3 ans et 1000 aux 7 ans. Parce que l'équipement pour s'occuper d'un bébé quand on est parent handicapé coûte extrêmement cher. Et donc cette aide-là donne de l'air aux parents handicapés, hein, parce que sinon ça veut dire que nous on est obligé de financer sur nos fonds propres les heures d'accompagnement, puisque dans mon cas en tout cas, je peux pas seule m'occuper de mon enfant, quoi. Mais du coup, tu dis que c'est que jusqu'à 3 ans Alors, en fait, il y a 900 € jusqu'aux 3 ans, et après, tu as 450 € jusqu'aux 7 ans de l'enfant, et ensuite, par contre, c'est terminé. Donc moi, il y a ce truc dans ma tête qui me dit, bon, ben, aux 7 ans de ma fille, il faut qu'elle soit, en gros, autonome. Faut pas qu'elle fasse 2 caprices pour s'habiller le matin, parce que moi, je peux pas la contraindre, hein, et je suis seule sinon avec elle le matin. Donc à 7 ans, il faut qu'elle soit, il faut que ça marche, quoi. Donc il y a cette petite pression là, tu vois, parce que je pense pas que les enfants arrêtent miraculeusement à 7 ans. Parfois d'être pénible et de refuser de s'habiller, de refuser de se brosser les dents. Donc voilà, ça c'est quand même un léger stress, mais bon. Oui, c'est comme si en gros, à 7 ans, c'était plus des enfants. Enfin, moi, c'est comme ça que ça renvoie ce genre de dispositif qui s'arrête à 7 ans. C'est d'un seul coup ton enfant comme si ce n'était plus un enfant. Ouais, c'est ça. C'est un peu étrange. Donc bon, moi je l'anticipe et puis on verra comment ça se passe. Pour l'instant, on n'en est pas là. Sinon, avec beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, notamment de Maman Andy, il y a quand même ce sujet qui revient assez souvent au niveau de la frustration qu'on peut ressentir ou une certaine colère de ne pas pouvoir tout gérer soi-même et de devoir faire appel à un aidant, voilà, pour s'occuper de son enfant. Et comment tu gères cette émotion? Déjà, est-ce que tu la ressens comment tu te sens par rapport à cette dépendance de relais extérieur par rapport à ton enfant? Alors moi, c'est quelque chose que j'avais aussi pas mal anticipé. Donc je l'ai plutôt bien vécu. Alors effectivement, quand ma fille était nourrisson, ben moi je pouvais pas physiquement faire beaucoup de choses avec elle. Je pouvais pas la changer, je pouvais pas la laver, je pouvais donner le biberon tant qu'il n'était pas trop rempli, tu vois. Donc c'était un peu limité. Donc je m'y attendais et je l'ai assez bien accepté. Mais parfois malgré tout, tu vois, il y a cette petite voix dans notre tête qui regarde la personne effectuer les gestes et qui se dit ah ben non mais moi si j'étais à sa place je ferais pas comme ça, je ferais comme ci comme ça et ouais, donc il peut y avoir quand même une petite part de frustration ou parfois la peur que l'enfant crée des liens plus avec le papa ou les auxiliaires plutôt qu'avec nous. Donc ça m'a parfois traversée, mais surtout tu sais quand c'est alors moi j'avais assez peu d'auxiliaires, j'en avais 3 qui étaient là depuis longtemps et qui du coup passaient beaucoup d'heures avec la petite, et donc peut-être ouais qu'au début j'ai un peu ressenti cette peur.
Sauf que le lien, il se fait pas que physiquement. Il se fait aussi par la présence, il se fait par la voix, il se fait par le chant. Et donc, j'ai quand même rapidement été rassurée, quoi. Oui, et puis peut-être que c'est les premières années où l'enfant va peut-être plus naturellement, on va dire, s'orienter vers les personnes qui gèrent les besoins primaires. Et après, par contre, peut-être, je ne sais pas si je le ressens comme ça, mais en grandissant, le lien se crée autrement. Même pas, en fait, parce que ouais, comme je te dis, c'est moi qui lui chantais les berceuses, j'étais tout le temps à côté, donc elle a quand même identifié que c'était moi sa maman, il y avait pas d'ambiguïté, et en fait, dès qu'elle a su marcher, elle est tout de suite venue vers moi, elle est grimpée sur mon repose-pied, je suis devenue son moyen de transport préféré, mon repose-pied, voilà, donc finalement, ouais, cette période où on doit déléguer beaucoup et où on a des petites craintes, elles durent pas si longtemps que ça en fait. Dès que la petite elle a eu 1 an et demi, 2 ans, finalement on a pu faire pas mal de choses ensemble. Donc c'est passé relativement vite en fait. Et maintenant, par rapport justement au regard de la société, des autres, tu dis notamment dans ton livre que même après l'accouchement, tu n'étais pas considérée comme une mère à part entière, que la société souvent te regarde, toi et ta famille, avec suspicion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette charge-là, en tout cas ce besoin de toujours montrer, comme je dis, patte blanche sur le fait d'être mère, ouais. Alors moi, quand j'ai accouché, alors encore une fois dans l'euphorie, hein, j'étais persuadée que maintenant le monde allait être rose et beau et merveilleux et que tout allait bien se passer et que j'avais fait le plus dur. Et non, pas du tout. Surtout quand on a un bébé. Quand on a un bébé, les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il est sorti de notre corps. Il y a cette idée de cette personne, elle est incapable de s'occuper d'elle-même. Comment peut-elle s'occuper d'un bébé? Et il y a après la pensée qui arrive qui est qu'on doit être un danger pour notre bébé. Et ça, alors ça se remarque dans la société quand on va se promener, c'est que on n'est jamais considéré automatiquement comme la mère du bébé. Et s'il y a une autre femme à côté de nous, les gens lui adresseront à elle la parole, peu importe qu'elle ait 60 ans, qu'elle soit d'une autre couleur de peau, qu'elle ressemble pas du tout. Et ils vont jamais considérer que c'est nous la mère. Surtout quand l'enfant est tout petit. Parce que quand l'enfant est plus grand, justement, il vient vers nous, ça se voit qu'on est la mère. Donc ça se calme un petit peu au fil du temps. Et c'est pareil avec les professionnels de santé, les professionnels de la petite enfance. Il y a une suspicion. Il y a quelque chose qui colle pas. Ils se disent cette famille n'est pas normale. Donc, il doit y avoir des problèmes et ils vont chercher des problèmes de manière systématique. Et ça, c'est très, très lourd à porter, quoi. Oui, justement, tu évoques des remarques qui, en gros, parlent de ton handicap comme un facteur de traumatisme pour ton enfant. Comment tu réagis face à ça? Et surtout, j'ai envie de te dire, comment tu protèges ton enfant de ces projections-là? Pardon, ça, c'est très dur. Parce que là encore, moi, j'ai accepté. C'est horrible hein, d'être discriminée vis-à-vis de mon handicap et donc je le vis relativement bien. Mais quand ça touche ma fille, je réagis très mal, ce qui est normal et ça me rend infiniment triste qu'elle soit touchée par ça de manière indirecte. Et j'ai envie de te dire, hein, parce qu'il y a aussi une forme de culpabilité vis-à-vis de ça. C'est très très dur de se débarrasser de la culpabilité. Et donc, ça se manifeste de manière là aussi souvent masquée. C'est pas toujours frontal. Ça peut être des petites phrases où voilà, quand moi j'amenais ma petite à la crèche, j'avais toujours des remarques sur ce que je faisais mal ou ce qui n'allait pas chez mon enfant.
elle est trop couverte, elle est pas assez couverte. Et puis, tu vois, des trucs contradictoires, quoi, tu vois. Elle a le nez qui coule, il faut lui donner des antibiotiques. Vous lui donnez trop de médicaments, ça l'énerve. Et en gros, tu te rends compte que quoi que tu fasses, rien ne va. Et là, tu es dans la parano parce que tu veux que tout soit parfait. Et donc, le matin, tu vérifies qu'il n'y ait pas de taches sur les vêtements, que ta gamine, elle n'ait pas la morvonnée, qu'elle soit bien coiffée, qu'elle ait l'air propre, qu'elle soit propre. Et puis, t'arrives, t'es contente parce que t'as tout fait dans les clous. Et là, t'arrives et on te dit, ah, gna, gna, mais il y a ça qui va pas. Et donc là, tu comprends que quoi que tu fasses, jamais tu seras une bonne mère. Et que j'ai envie de dire pourquoi s'embêter outre mesure à un moment, hein, puisque jamais ça ne suffira. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité de ta question. Si, mais moi, dans ce que tu dis là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a toujours, dans les accompagnements aussi que je fais, il y a toujours cette sorte de non-droit à aucune erreur chez les personnes handi, très 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 fort. Par exemple, quand je fais des formations auprès des professionnels, on parle beaucoup par rapport aux représentations justement du désir d'être parent, et la plupart auraient tendance à dire ah mais vous comprenez. Il faut penser à l'enfant plus tard, etc. Et moi, ce que j'essaie de leur faire travailler, tu vois, c'est est-ce que vous dites ça à quelqu'un de valide alors qu'on ne sait pas si il ou elle sera un bon parent. Et ça, finalement, à la fin, tout le monde se rend compte que, en effet, on n'est pas sûr que n'importe qui pourrait être un bon parent, mais on ne va pas tout de suite mettre cette suspicion sur quelqu'un de valide. Exactement. Et c'est vrai que tu parlais de traumatisme. Et ça aussi, c'est hallucinant. C'est quelque chose qui est venu en tant que prof déjà. Une fois, une médecin du rectorat m'a dit, donc censé m'aider, m'a dit je vais vous inspecter pour voir si vous ne traumatisez pas vos élèves avec votre handicap. Et c'est tombé aussi par rapport à ma fille. Quand elle a commencé à poser des questions sur le handicap, ce qui était parfaitement normal, et on apportait des réponses, il y a certaines personnes que ça a fait paniquer et qui m'ont dit il faut en parler à un psychiatre, quoi. Pourquoi est-ce que le handicap nécessiterait d'aller parler à un psychiatre? Pourquoi est-ce que ça créerait un traumatisme? Les gens ont vraiment une vision terrifiante du handicap, quoi. Et alors que on voit que notre gamine, elle n'est pas traumatisée, quoi. Et ça aussi, c'est difficile. Et je sais que je peux pas la protéger de tout. Et je pense, voilà, elle est en maternelle, qu'elle a déjà des remarques sur mon handicap. Il y a des fois, alors les enfants de son école, ça va parce qu'ils ont l'habitude, tu vois, je les vois tous les jours. Mais au centre aéré, il y a des enfants qui me connaissent pas. Et du coup, quand je vais la chercher au centre aéré, il y a souvent des remarques, tu vois. Une fois, il y a un petit, il a dit à ma fille, ouais, ta mère, elle est dans un fauteuil roulant, elle est vieille. Parce que fauteuil roulant, forcément associé à la vieillesse. Ouais, il y a des fois, ma petite, elle dit, ouais, mais pourquoi tout le monde te regarde? Et moi, je suis là, je dis, parce que les personnes en fauteuil roulant électrique, c'est pas si courant que ça, ils en voient pas souvent, et du coup, ils sont curieux, tu vois, je minimise. Mais ouais, ça peut la tracasser un petit peu, tu vois, c'est pas mon handicap qui la tracasse, c'est vraiment les réactions extérieures, comme d'hab, quoi. Oui, ça vient très vite, en fait. Ouais, c'est ça. Encore une fois, parfois, je me vois la face. Je pensais que je serais tranquille quelques années, mais non, ça vient très très vite, quoi. Et est-ce qu'il y a eu aussi quand même des belles réactions, des regards plus positifs, des soutiens, même inattendus? Est-ce que tu as connu ça autour de toi? Ah ouais, il y a aussi heureusement des réactions positives, des personnes qui trouvent ça chouette qu'on se soit entre guillemets autorisé
à avoir un enfant malgré les difficultés liées à la société, tu vois. Et aussi la sortie du livre, ça fait que des personnes qui ne pensaient pas à à l'handiparentalité constate que ça existe et tout ça bien. Et surtout, moi, je l'ai d'abord écrit pour mes pères, PAIRS. Et le fait que plein de gens viennent me voir et me disent moi j'ai vécu la même chose ou moi ça m'a donné envie, tu vois, moi j'avais peur et du coup j'ai envie de me lancer. Ça c'est génial, quoi. Moi j'ai ressenti la même chose, alors pas pour la parentalité, mais pour simplement ma vie affective et sexuelle. Au moment où je l'ai connue et où je l'ai partagée, notamment dans mon TEDx, mes pères sont souvent revenus me voir en me disant en fait, ça m'a aidé à me dire que c'était pas impossible par rapport à ce qu'on m'avait dit. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que nos expériences sont importantes aussi, rien que dans cette petite fenêtre qu'on peut s'ouvrir dans l'esprit, je pense. Ouais. Ouais, parce que effectivement, avoir un enfant en étant handicapé, c'est pas voilà, c'est pas envisagé par les personnes, et même la sexualité n'est pas envisagée par les personnes valides pour les personnes handicapées. Et donc ouais, c'est super que qu'il y ait des gens pour en parler. Moi, effectivement, quand j'étais lycéenne, il m'est arrivé de me dire que j'aurais jamais de vie affective et sexuelle et d'être dans une profonde détresse par rapport à ça. Et même, tu vois, du coup, quand je me faisais draguer, je m'en rendais pas compte. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, mais on me drague en fait. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, il y a des fois, on peut rater des expériences parce que on nous a tellement dit que c'était pas possible pour nous on a accepté aussi, quoi. C'est ça. Et plus largement, qu'est-ce que tu penses que ton expérience elle révèle du validisme en santé reproductive aussi quand même. Et qu'est-ce qu'il faudrait en fait selon toi pour que justement les parents handi puissent exercer ce rôle sans être tout le temps jugés, sans cette suspicion permanente, quoi. Mais tu vois, le côté entre guillemets rigolo, c'est que moi, ce livre, je l'ai pas écrit comme une charge contre le personnel médical, et j'ai pas trouvé que j'attaquais le personnel médical. Et en fait, sauf que je raconte une multitude de violences médicales qui font que souvent les gens font waouh, c'est extrêmement violent ce que tu as vécu. Et moi, je dis ah oui, c'est vrai. Et donc, déjà, on a des professionnels de santé qui restent campés sur leur position, qui n'ont pas envie de s'intéresser aux personnes handicapées, qui s'appuient sur des études qui sont très anciennes, alors que des études nouvelles et rassurantes sur les grossesses des personnes handicapées sortent régulièrement, dont une, je ne sais pas si tu as vu récemment, qui a été compilée par Émilie, qui a notre pathologie et qui a recueilli des données sur les femmes amyotrophie spinale qui ont mené la grossesse à terme. Et du coup, c'est super rassurant. Donc, il y a une forme d'immobilisme de la part des médecins. Il faut qu'ils sortent de ça, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils écoutent les patients. Ça, c'est quand même indispensable. Il faut qu'ils leur fassent confiance. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est au-delà du handicap. C'est finalement ce que tout le monde demande de la part des médecins. Alors ouais, c'est plus marqué pour nous, forcément, parce que les préjugés sont encore plus forts. Mais c'est le cas. Et puis, il y a plein d'établissements de santé qui n'ont pas les conditions d'accueil minimales pour les personnes handicapées, ne serait-ce que des toilettes PMR. Et ça, c'est absolument dingue. Moi, en néonat, il n'y avait pas de chambre PMR. Et les toilettes PMR, je ne passais pas dedans avec mon fauteuil. Enfin, 2020, quoi, tu vois, quand ma gamine est née. Donc, à un moment, il faut fixer des lois, fixer des règles, imposer des aménagements nécessaires
des personnes pour effectuer les transferts, une formation pour le personnel pour qu'ils maîtrisent, parce que souvent ils maîtrisent pas les transferts des personnes handicapées et ils font mal. Et puis, mais là, tu vois, il faudrait changer la totalité de l'ordre des médecins et c'est compliqué. Parce que on sait que si on a une plainte contre un médecin, bah, très souvent, ça va être étouffé par l'ordre des médecins et que ce ne sera pas pris au sérieux. Donc, la discrimination n'est pas traitée efficacement dans le domaine médical. Et ça aussi, il faudrait mettre un terme à cette espèce d'impunité de toute puissance du monde médical, quoi. Oui, carrément. Sur toutes les violences en général, il y a cette impunité et même, je dirais, cette protection entre les professionnels qui est assez forte. Ouais. C'est ça, ils se protègent les uns les autres et c'est très compliqué du coup de faire émerger de la maltraitance quand elle est là ou de faire reconnaître une erreur médicale. Et je reviens rapidement sur, tu disais tout à l'heure que tu as quand même certaines pensées culpabilisantes, parce que je pense qu'on a été élevée aussi en tant que femme déjà, et en tant que femme handi encore plus. Est-ce que parfois ça te traverse pour la suite? Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a aussi... on va dire, jouer sur la décision que j'ai prise de ne pas avoir d'enfant. En plus de mon état de santé, oui. Mais je pense que toute cette partie culpabilité et d'avoir même peur que mon enfant se retourne contre moi à un moment donné, ça a parti... Enfin, quand je dis se retourne contre moi, en tout cas, me fasse culpabiliser aussi. Ça a joué sur ces décisions. Est-ce que toi, tu as ces peurs-là ou pas du tout, ou tu arrives à bien les gérer? Alors bien sûr que je les éprouve, bien sûr que j'ai peur que plus tard mon enfant me reproche mon handicap, par exemple. Ce qui me terrifie le plus, c'est ambiance, hein. C'est qu'elle soit orpheline de mère tôt. Et quand j'ai été très malade après sa naissance à cause des VRS, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser très fortement. Et ça, je te cache pas que c'est très difficile. Mais allez, on remet une ambiance un peu plus joyeuse. Dans le quotidien, ça va, je le ressens pas fortement. On arrive à avancer et pour l'instant, on n'est pas dans ces problématiques-là. Ma gamine me gueule pas dessus parce que je suis handicapée, donc pour l'instant tout va bien. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi le lot de tout parent, de se demander est-ce que mon enfant me reprochera des choses plus tard et s'il m'arrive quelque chose, si j'ai une maladie, etc., quoi. Tu as raison, c'est souvent ce que j'entends en discutant avec d'autres parents qui sont pas handis, c'est que finalement c'est des questionnements assez universel dans le fait d'être parent. Même si, bien sûr, nous, on a nos spécificités dues à une dépendance, mais n'empêche que ce côté... moi, j'ai plein de mères qui m'ont dit « Mais tu crois que mon enfant, il m'a pas fait culpabiliser sur plein de choses ?» Enfin, je veux dire, ça, c'est assez... Oui, tu as raison, c'est assez fréquent. C'est pas forcément lié qu'à un handicap, en fait. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu t'es sentie soutenue, toi, ou tu as recherché du soutien avec d'autres mères handies, justement, avant ou plutôt après Est-ce que tu arrives à en parler avec d'autres mères qui traversent la même chose? Ah oui, bien sûr. Je suis dans pas mal de groupes de personnes handicapées ou de personnes avec ma pathologie et du coup, c'est hyper important de se soutenir les uns les autres et de discuter. Moi, j'apprécie vraiment ça. Alors que ce soit avant la grossesse ou pendant ou après. Et encore une fois, la pérédance, c'est quelque chose qui est vital pour nous parce que on se comprend. On a des astuces que d'autres personnes ne peuvent pas apporter. Et donc, c'est vital. Et moi, j'apprécie d'être un petit rouage de cette grande machine où
où chacun et chacune apporte à l'autre ses petites astuces et ses conseils et ce soutien. Je trouve ça assez génial. Oui, carrément. Ouais. D'où l'importance de cette période, tu as raison. Et au fond, qu'est-ce que cette expérience, elle t'a aussi appris sur toi-même? Alors, c'est une question un peu vague et large, mais je pense que toute expérience nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais comme je te disais, moi, je pense que j'ai gagné en confiance. Grâce à ça, forcément, je suis plus la même personne. Je pense que j'ai appris à me ménager. Parce que ce qui est important, c'est pas le boulot, c'est pas les sollicitations, c'est d'être là pour ma fille. Et donc j'ai appris à me ménager, j'ai appris à dire non parfois, et notamment au travail. C'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire. Il fallait que je sois performante. Tu vois, comme on est handicapé, on a parfois cette tendance à compenser, surcompenser et faire plus que les autres. Et donc moi, au boulot, je travaillais énormément, trop. Et maintenant, j'ai appris à lever un peu le pied, ce qui ne veut pas dire que je travaille moins bien, parce que je suis aussi plus reposée. Et donc finalement, je suis en meilleure forme et pour ma famille et pour le boulot. Et ça, c'est hyper important. Donc je pense que ça a remis en question mes priorités et mes choix de vie. Et je pense que j'aurais pas réussi à dire non avant. Et donc ça, c'est plutôt bien aussi d'apprendre à dire non. Et donc ton livre, il a aussi quand même une portée militante. Quel message en fait tu souhaiterais transmettre aux personnes handies qui souhaitent devenir parents et qui hésitent? Ah oui, alors tout d'abord, moi j'ai vraiment beaucoup évolué grâce aux militants et militantes sur Internet, surtout militantes. J'ai découvert ce monde-là grâce à Céline Extinso, qui m'a ouvert les yeux sur... ça a été la première à m'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et puis Charlotte Puiseux aussi avec De chair et de fer. Et puis d'autres personnes, quoi. Et du coup, je trouvais ça important dans le livre de rendre hommage à ces personnes-là qui m'ont fait comprendre ce qu'était le validisme, de donner des liens et des ressources pour que d'autres personnes handicapées puissent s'informer. Et le message que j'ai envie d'envoyer aux handicapés qui souhaiteraient devenir parents, c'est de se faire confiance et d'y aller. Moi, j'ai envie d'un monde où on réfrène pas cette envie de devenir parent à cause d'un handicap. Et j'ai envie d'un monde où cette envie d'être parent, elle soit acceptée par tout le monde, les professionnels de santé de la petite enfance, et qu'on soit accompagné et pas suspecté. Et donc j'ai envie de dire aux futurs parents, il y a des choses dures, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, et si vraiment vous avez envie, faites-le. Faites-le, soyez entourés, faites-vous aider, demandez à vos pairs, toujours PAIRS. Mais lancez-vous et n'ayez pas peur, quoi. Et un autre message, mais cette fois-ci aux professionnels de santé. Détendez-vous, quoi. Ça suffit, détendez-vous. Faites confiance aux patients et aux patientes. C'est ça qui est important. On est dans notre corps depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans. On se connaît. On est des spécialistes de notre maladie et de notre corps, et souvent plus que les professionnels de santé. Mais je suis désolée de leur dire, mais c'est vrai. Surtout quand on a une maladie rare, et donc ils doivent apprendre à nous faire confiance et à nous écouter. Donc ça, c'est important. Et les décisions ne doivent pas être unilatérales dans le monde de la médecine, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on arrive à la fin de notre interview. En tout cas, un immense merci à toi, Sophina, pour ta confiance, ta générosité, et surtout pour avoir pris la parole, je trouve, avec beaucoup de justesse. Merci à toi.
Merci encore à Souchina Lagouge d'avoir partagé son histoire, son chemin vers la parentalité, ses doutes, ses luttes et ses joies. Merci aussi à elle d'avoir écrit Une grossesse ordinaire, un livre nécessaire qui dit tout haut ce que tant de femmes handicapées n'ont pas encore pu exprimer. Ce que son parcours met en lumière, c'est à quel point le validisme structure nos représentations de la santé sexuelle et reproductive. Qui a le droit d'avoir un corps désirant? Qui a le droit d'aimer? Qui a le droit de donner la vie? Tant que les politiques publiques, des discours médicaux et les regards sociétaux continueront à penser la parentalité comme un privilège valide, on devra continuer à prendre la parole, à témoigner et à militer. Si ces 2 épisodes vous ont touché, questionné ou bousculé, je vous invite à les partager largement. Faites circuler ces paroles, relayez-les, parlez-en autour de vous. Plus nos voix seront entendues, plus il sera difficile de continuer à nier nos droits, nos désirs et nos existences. Parce que nos corps comptent, nos choix comptent, nos familles comptent. Merci d'avoir écouté Désir à valider. À très bientôt pour un nouvel épisode. Désir à valider.